Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Dev Café de la semaine, et on va pas se décourager pour autant car bien sûr vous allez avoir sur un plateau les dernières infos autour du développement et aujourd'hui principalement mobile d'ailleurs. Mais avant de commencer, vous voyez que derrière moi il y a plein de choses inutiles qui prennent la poussière un peu de ce genre là, et il se trouve que j'en ai trouvé encore d'autres et je me suis dit que peut-être ça va aller vous plaire, alors je vais vous les partager tout simplement. Et c'est un set qui s'appelle Trashbot et qui reprend les vieilles interfaces des Mac avec notamment le bureau en forme de tableau, des stickers magnétiques et même un porte-crayon. Et en plus pour une fois ça coûte pas trop cher car avec les frais de port il y en a pour une cinquantaine d'euros. Et bon, moi je vous avoue j'ai un peu craqué. Et bon, allez, je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui quand même là-dessus parce que j'imagine que vous êtes plutôt là pour savoir quel est le contenu de cette émission. Et ça va être une sorte de melting pot de plein de petites infos, pas forcément avec beaucoup de code. Alors bon, je vais pas vous faire la liste parce qu'on va découvrir ça ensemble. Pour commencer, j'ai un peu chamboulé à la dernière minute l'ordre des sujets car c'est une info très importante si votre téléphone a un chipset Exynos. C'est notamment le cas des Pixel 6 et 7 et de nombreux téléphones de chez Samsung comme le S22, le A71, le A53 et d'une manière générale tout ce que vous voyez dans cette liste. Car l'équipe du Project Zero de chez Google, et en fait c'est une équipe qui est en charge de découvrir des failles de sécurité, et bien ils ont justement découvert une vulnérabilité sur les modems de chez Samsung. Et pour vous expliquer simplement, en connaissant un numéro de téléphone et sans avoir besoin d'aucune interaction avec le téléphone, une personne mal intentionnée peut exécuter du code à distance et même l'exécuter. Pour l'heure, aucun des téléphones que j'ai cités n'est patché et la seule sécurité c'est de désactiver les appels en Wi-Fi et en VoLTE. Et là-dessus, je vous avoue que je trouve quand même ça ultra bizarre qu'une équipe de chez Google annonce une info publique alors même que rien n'est patché sur les pixels. Mais bon, bref, faites attention, si vous voulez en tout cas plus de détails, c'est dans les liens dans la description. On va ensuite reprendre le cours normal des choses et pour ça, je vous propose qu'on s'intéresse un tout petit peu au domaine des jeux sur mobile. Il y a quand même une tendance qui commence à se dessiner, à savoir que d'une manière générale, les revenus générés pour les jeux sont en baisse depuis environ 2 ans et c'est assez logique vu qu'il y avait un pic pendant la période de confinement. En parallèle, et grâce à cette étude, on découvre que les types de jeux classiques sur mobile sont aussi en baisse. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle l'hyper casual avec les jeux comme Angry Birds ou Flappy Birds, et qui sont en baisse de 24% sur un an. Mais bon, faut quand même relativiser car cette catégorie, elle génère encore 2,7 milliards de dollars sur un seul trimestre. A noter que c'est aussi le cas sur l'arcade, la simulation, les puzzles ou puzzles. En fait, je sais jamais comment on dit. Mais bon, si certaines catégories baissent, forcément, il y en a d'autres qui augmentent, et c'est le cas des jeux d'action ou ceux de sport. Mais en réalité, si je vous ai évoqué ce sujet, c'est plutôt pour me permettre d'enchaîner avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour environ 70 milliards de dollars. Sauf que dans Activision Blizzard, il y a aussi King, qui est notamment l'éditeur de Candy Crush, et en fait en ce moment Microsoft doit montrer un tout petit peu patte blanche devant les autorités pour que ce fameux rachat soit accepté. Et parmi la multitude d'annonces et de documents que Microsoft dévoile, il y a ici les stats que vous voyez et qui sont super intéressantes car elles totalisent les revenus générés sur le mobile en 2022. Et contrairement à ce que vous pourrez croire, sur les 92 milliards qui sont dépensés, ce sont absolument pas Apple ou Google qui prennent la plus grosse part du gâteau, mais plutôt Tencent avec 35% et 32,5 milliards de dollars. Alors si toutefois Tencent ça vous dit rien, c'est une sorte d'énorme investisseur chinois et ils éditent notamment PUBG ou Call of Duty sur mobile. Alors contrairement à Google ou à Apple qui, bon grosso modo font quand même pas grand chose et ils font essentiellement qu'encaisser de l'argent, Tencent ils prennent quand même des risques en investissant. D'ailleurs, l'autre jour, je vous disais que le top des jeux, il commençait à être squatté par des éditeurs chinois, et on voit ici que aussi les financements, ils viennent de la Chine. Comme quoi, eh bien, finalement, on a plutôt tendance à voir la Chine comme une énorme usine, mais ils ont quand même pris le bon virage sur la partie logicielle, en tout cas sur cette partie jeu. Et si ces stats de Microsoft viennent des documents dans le cadre du rachat, eh bien, je vais vous reparler d'un autre rachat car on a un peu tendance à l'oublier, mais c'est celui de Figma par Adobe. Et cette fois-ci, il ne coûte que 20 milliards de dollars. Bon, voilà, ils sont vraiment des petits joueurs, ceux-là. Mais bon, à l'occasion des résultats financiers pour le premier trimestre, bon, là aussi, c'est un peu décalé, c'est un peu compliqué tout ça, mais bref. D'une manière générale, chez Adobe, tout va bien, tout est dans le vert. Mais par contre, on a quelques petites infos en plus sur ce fameux rachat de Figma, et d'une manière générale, en fait, le département de la justice américaine est plutôt contre, et l'UE et le Royaume-Uni commencent aussi à regarder dessus. Mais pour le PDG d'Adobe qui a pris la parole lors de ces fameux résultats, il se montre plutôt zen, on va dire d'une manière générale, et d'ailleurs je vais vous traduire ce qu'il dit. Nous sommes prêts pour les prochaines étapes, qu'il s'agisse d'une approbation ou d'une contestation. Et sur la base du calendrier actuel de la procédure, nous pensons que la transaction reste en bonne voie pour être conclue d'ici à la fin de l'année 2023.
Donc si toutefois tout se passait bien, à minima il faudra attendre la fin de l'année, sachant que pour rappel, l'annonce de ce rachat, il a été fait à la mi-septembre 2022. Donc en gros, si je simplifie, il faudra attendre une grosse année. Bon, on va quitter cette vision assez perchée du marché pour voir maintenant les actus en bref, et ensuite nous permettre de revenir dans le plus concret. On commence par PyTorch, le framework en Python qui fait du machine learning et qui est désormais disponible en version 2.0. Plus de 4500 commits ont permis des améliorations de performance et des évolutions sur ce qui est disponible en stable, bêta ou prototype. À être dans l'IA, contrairement à ce que je vous avais indiqué, il ne faut pas attendre pour la V5 de mi-journée car elle est d'ores et déjà disponible. Issue du fruit de 5 mois de travail, on note clairement des améliorations d'un simple coup d'œil. A noter que cette version pourrait s'avérer plus difficile à maîtriser car ses capacités étant plus grandes, les prompts devront être plus longs et descriptifs. On sort de ce domaine pour aller sur le web où un nouveau brouillon de la spécification du CSS Module Level 4 ajoute une propriété Text Wrap. Il exprime la manière dont le texte doit s'articuler. Dans cet exemple, en mettant la valeur balance, le texte est coupé plus tôt mais offre une meilleure lisibilité. Cet attribut devrait normalement arriver sur Chrome 113. On poursuit avec une histoire dont seul Apple peut en être à l'origine, car regardez bien ce logo. Et y voyez-vous une quelconque ressemblance avec la marque à la pomme? Eh bien selon Apple, c'était oui, mais l'Office européen pour la propriété intellectuelle lui a dit non, le studio de jeu Apella Games pourra donc poursuivre son développement. On reprend avec plusieurs infos autour d'Android et de Google, et pour donc commencer, c'est un bug qui se remarque pas forcément mais qui peut être très embêtant. Mais juste avant, je vous rappelle vite fait, pour qu'une application Android puisse être installée, elle doit être signée. Et sachant qu'il faut une clé et qui est présente dans un trousseau de clés qu'on appelle keystore en anglais, sachant que ce keystore en réalité c'est plutôt une notion qui date de Java, mais bon, simplement ce qu'il faut retenir c'est qu'un keystore il peut contenir plusieurs clés. Sauf que depuis Android Studio, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle clé dans un trousseau existant. Sauf que si vous faites ça, toutes les clés qui étaient déjà dans ce trousseau sont supprimées. Forcément, un bug a été créé, mais il a une priorité en P3, donc il va peut-être falloir se montrer patient. En tout cas, surtout, n'utilisez pas Android Studio dans ce cas de figure. Et à évoquer des bugs, eh bien Google a toujours beaucoup de mal à ne pas laisser fuiter ses nouveaux téléphones ou alors ses nouvelles montres. Et à chaque fois, en fait, des leakers arrivent même à les tester avant qu'ils soient annoncés. Mais si toutefois Google vient à s'en rendre compte et à identifier le fameux téléphone, il y a un Android Brick OTA Generator qui existe et qui d'ailleurs est en open source, et en fait ça permet à distance de générer une mise à jour destructrice. Bon voilà, je sais pas si ça va vous être très utile, mais en tout cas je voulais en profiter pour vous donner cette petite info. Et ensuite nous allons célébrer un décès, ou alors un de plus même, vous me direz, car c'est celui des Google Glass. Alors même vous allez me dire que ça faisait quand même un bon moment que vous en aviez plus entendu parler, mais en réalité Google continuait de faire du B2B en proposant une Glass Enterprise Edition 2. L'idée c'est que contrairement à la première version qui était publique et qui d'ailleurs avait un store et des SDK, cette version bis elle était en gros dédiée à des usages très spécifiques de réalité augmentée pour les pros. Mais pour être bien précis, c'est pas tout à fait la fin aujourd'hui et je vous explique. Depuis le 15 mars, Google a arrêté la commercialisation, mais le support logiciel il se poursuit jusqu'au 15 septembre. Une fois que cette date sera passée, il y aura certes plus de nouvelles mises à jour, mais les serveurs avec les OTA y resteront accessibles jusqu'au 1er avril 2024. Et ce jour-là, ce sera pas un poisson, mais bel et bien la dernière page des fameuses Google Glass, et donc oui, à ce moment-là, on pourra bien parler de la mort des Google Glass. Et finalement, zou, ça fait un projet de plus à rajouter au fameux cimetière de Google. On enchaîne sur un sujet très différent et le fameux ramdam du moment, à savoir ChatGPT. Mais en fait, quand on parle de ce type de techno, on pense souvent à la lutte entre Microsoft et Google, mais dans les gamins, il y en a deux qui sont oubliés, à savoir Amazon et Apple. Et ici, c'est surtout Apple qui va nous intéresser, car Siri, il a jamais réellement réussi à performer, même face à Google Assistant ou à Alexa. Et cette semaine, le New York Times a publié une info venant de John Berkey, qui est en fait un ancien de chez Apple, et qui y a travaillé entre 2014 et 2007. Et en somme, il explique qu'à cette époque, Siri était trop complexe et limitée, car il fallait plusieurs semaines pour ajouter des fonctionnalités très simples, et d'ailleurs je vous traduis une partie de son interview. Siri avait une conception qui rendait l'ajout de nouvelles fonctionnalités fastidieux. La base de données de Siri contient une liste gigantesque de mots, y compris des noms d'artistes musicaux et de lieux tels que des restaurants, dans près de 2 douzaines de langages. Et il conclut en indiquant que l'ajout de nouvelles phrases à l'ensemble des données nécessiterait de reconstruire l'ensemble de la base de données. Autant dire que de son temps chez Apple, il avait pour objectif d'améliorer ce comportement, mais vu qu'il n'est pas resté très longtemps, pas sûr, et d'un certain côté, on peut imaginer qu'aujourd'hui, en fait, Siri, ça reste quand même un petit boulet en l'état. Mais selon des nouvelles trouvailles de Naive25Mac, Apple pourrait déjà travailler sur la suite avec la génération de texte en langage naturel sous le nom de code Bobcat.
L'implémentation elle est d'ailleurs assez aboutie car elle est déjà présente dans la dernière bêta de tvOS. Plus précisément, ce framework il s'appelle le Siri Natural Language Generation. A priori, pour le moment, il est utilisé que pour dire des blagues, mais selon les infos de 9to5Mac, l'idée ce serait pas de faire un clone de ChatGPT, mais plutôt d'améliorer l'existant en permettant à Siri de mieux comprendre ce qu'on lui dit. Car en fait, on a vu que parfois l'IA pouvait totalement déraper et clairement ça semblait inimaginable qu'Apple puisse intégrer un vrai ChatGPT. En tout cas, ce nouveau framework, il a l'air très intéressant et à voir s'il sera disponible pour tous un jour. Si tel est le cas, il faudra probablement attendre la WWDC en juin, mais bon, là c'est de la pure spéculation. Et allez, c'est là-dessus où on va stopper ce Dev Café pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker, clocher et partager l'émission. Et pour ma part, bien sûr, je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain Dev Café, car en fait, je suis pas sûr de pouvoir avoir du temps ce week-end pour faire des vidéos. Et oui, d'ailleurs, avant de s'arrêter, n'oubliez pas aujourd'hui de dire un bonjour au Saint-Patrick et aussi de pas trop abuser. Mais bon, vous avez le week-end pour vous en remettre. Profitez-en bien. Et allez, on se donne rendez-vous lundi.